L'Internet a changé nos vies, elle change nos habitudes et même nos projets. Mais est-ce que nous, pouvons-nous aussi changer Internet, la dompter, l'apprivoiser? En tout cas, dématérialisation et gouvernance électronique, paru en juillet 2020, et transformation digitale, opportunités et menaces, présenté au public le 18 février 2022 à Pointe-Noire, semble bien répondre à la question. L'auteur Eugène Ruffin-Bouillard est notre invité. Monsieur Eugène Ruffin-Bouillard, bonjour. Vous êtes aussi cyber-juriste. Vous avez étudié le droit du numérique, c'est bien cela? Oui, monsieur Jazz. Vous l'avez étudié où? Bon, le droit du cyberespace, je l'ai étudié à l'université Gaston Berger. Voilà, donc du Sénégal à Saint-Louis, Dakar. Voilà. Aujourd'hui, le Forum du numérique du Congo s'inscrit désormais sur la liste des grands rendez-vous, les rendez-vous majeurs du numérique sur le continent. La question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où est parti le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à initier ce forum sur le numérique? Vous savez, les déclics, c'est comme je le disais à votre confrère la dernière fois, que tenant compte du constat par rapport à notre pays, le Congo, sur notre économie qui aujourd'hui est encore basée totalement sur les énergies fossiles, c'est-à-dire qu'à travers le pétrole. Donc avec le pétrole et le président de la République, dans sa vision, qui pense qu'il faut, et ce qui est normal, qu'il faut la diversifier, cette économie, et trouver d'autres sources de revenus. Et puis, vu que ça devenait une nécessité, c'est une nécessité pour nos survies. Nos survies, je te dis que le numérique présenté comme étant une alternative, et c'est là, en 2018, que j'ai pensé et j'ai conçu cet espace de réflexion et d'échange, de partage et de mutualisation d'expériences qui est le Forum numérique Congo. Alors là, je pense qu'il fallait poser les choses, interpeller les consciences, faire en sorte que les Congolais prennent conscience des enjeux de l'heure par rapport à son lendemain, parce qu'il est question de préparer le Congolais de demain pour faire en sorte qu'il ne soit pas dans un espace où la répartition des recherches posera problème parce qu'ils n'ont pas su préparer leur avenir. Je pensais que l'alternative, on pouvait la trouver à travers le numérique. Et le numérique, aujourd'hui, peut permettre aux Congolais de se définir un nouvel horizon parce qu'il permet de créer de la recherche, de la valeur. Et il permet de créer des emplois, il permet d'améliorer le comportement des travailleurs. Il permet également d'améliorer la qualité des services dans les administrations et des entreprises. En un mot, optimiser la performance et gagner dans le temps la traçabilité et la transparence, même dans la gouvernance. En réalité, avoir une vision de gouvernance plus sereine parce que ça va garantir éventuellement la transparence et les bonnes pratiques. C'est pour cela qu'il dit qu'il fallait que nous passons très vite et nous changeons notre comportement parce qu'avec la gouvernance telle que nous la prônons, d'une manière qu'elle est pyramidale avec notre société traditionnelle, aujourd'hui nous sommes passés avec les mutations profondes que le numérique réalise, nous sommes passés à la société de l'information. Mais cette société de l'information dicte une nouvelle approche de gouverner. Nous gouvernons dans les réseaux si on veut optimiser certaines choses. Or, les réseaux aujourd'hui, c'est l'Internet qui devient
cet élément fondamental, incontournable pour gouverner et optimiser, obtenir les choses. C'est pour cela que je disais que ça pouvait, pour nos jeunes, c'était, on peut dire que le chemin est obligé, sinon intéressant, pour qu'ils arrivent à se placer dans la société. Quand même repartir un peu en arrière, parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience des 3 éditions du Forum du numérique du Congo, vous êtes aujourd'hui à considérer comme un des acteurs majeurs en ce qui concerne le numérique dans notre pays et même sur le continent. La question, c'est en réalité, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au numérique, parce que le numérique, dans la conscience collective ici, particulièrement au Congo, c'est quelque chose de... c'est un petit nuage comme ça, mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser? C'est vrai que vous êtes passionné de la chose, mais qu'est-ce qui vous a poussé? Nous sommes un État. Un État, c'est comme aussi des organisations. Et nous ne vivons pas, nous sommes situés dans un périmètre global, dans l'univers. Ça veut dire que nous ne vivons pas dans un îlot où dire qu'on est hors la société. Ça veut dire que nous avons les voisins, les autres pays qui nous côtoient. Et nous connaissons notre économie. Comme je l'ai dit, pour l'instant, nous avons encore une économie extravertie qui dépend totalement de l'étranger. C'est-à-dire que les importations et autres. Notre maman qui n'a pas de boulot, et bien n'importe quelle famille, ils essaient de vivre à travers les petits commerces. Bon, généralement, quand ils conversent avec l'étranger. Mais l'étranger, nous, on peut dire que bon, nous, ça ne nous intéresse pas le numérique. Mais si on veut continuer à pérenniser ces échanges avec le voisin, mais s'ils sont déjà dans cette dimension pour aller plus loin, ils disent voilà, chez nous, les canaux utilisés dans le cadre de la globalisation des échanges et l'outil, les technologies de l'information sont essentielles. Comment nous allons faire? Donc, indépendamment de notre volonté, nous n'avons pas le choix. On est obligé, même si on ne veut pas. Parce que si on ne veut pas, nous retardons tout simplement. Nous restons en arrière pendant que les autres avancent. Mais on finira toujours par y participer, mais sauf qu'on prend un retard. Et donc, pour cela, je dis, il faut vite anticiper, il faut sensibiliser la conscience collective, dire aux Congolais, il faut saisir l'opportunité d'utiliser ces outils technologiques qui sont des outils, bien qu'ils ont leurs effets pervers, mais ils sont essentiels pour notre développement. Ils sont essentiels pour la création des emplois. Ils sont essentiels pour la création des richesses même de notre société. Donc, et en termes de gouvernance, vous voyez, pour nos administrations publiques, aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à gagner les performances que la société et les décideurs demandent à ce que chaque structure ou bien chaque organisation arrive à le faire. Sinon, parce qu'on n'a pas les outils appropriés, on n'a pas les hommes, on n'a pas vraiment les hommes qui ont des compétences sur ces questions pour essayer de bouleverser leur système d'information et intégrer ces outils afin de favoriser l'amélioration des conditions de travail et gagner en performance. Donc, c'est une nécessité. C'est une nécessité. On le fait par devoir, mais on est obligé de le faire parce que c'est une nécessité. Si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre sera obligé de le faire pour vous. J'ai deux de vos livres dans mes mains. Ce qui différencie les deux, c'est que le premier, ce sont les actes de la première édition du Forum du numérique. Et le deuxième, c'est plutôt votre regard, votre perception, votre commentaire sur la transformation digitale, en vous appuyant bien entendu sur les actes de la deuxième édition du Forum du numérique. Alors, je vais vous poser une question qu'on pose généralement aux écrivains. Vous l'êtes aussi. Écrire, pourquoi? Et surtout, pourquoi êtes-vous allé au-delà des actes de la deuxième édition du Forum numérique du Congo pour nous proposer ce livre Transformation digitale, opportunités et menaces? Vous savez, un être humain, pour se définir, il doit avoir une vision.
quand on a une vision, il faut également avoir des objectifs. Une vision sans objectif, ça ne sert à rien. Et les résultats doivent être au rendez-vous. Je suis écrivain parce que j'ai voulu passer un message, surtout dans la prise de conscience des Congolais, pour ne pas parler du reste du monde. C'est les Congolais qui m'intéressent au premier niveau. Donc, je voulais les sensibiliser, attirer leur attention sur ces questions, surtout, vous avez parlé de la gouvernance et la dématérialisation de la gouvernance électronique. Je dis, nous devons améliorer notre manière de faire. Mais pour améliorer, aujourd'hui, il y a des outils qui sont disponibles. Bien que la conscience reste l'élément fondamental, ça veut dire que le fait qu'on est conscient, on a des réflexions qui portent à une certaine élévation, mais à la fin, il faut poser les actes. Et les actes, ils doivent avoir les résultats concrets. L'idée est arrivée qu'il faut écrire pour faire passer les messages, mais ces messages, nous devons produire les actes relatifs à ces messages, et ces actes doivent être diffusés à la portée du tout public, à la portée des sachants et à la portée également des utilisateurs de ces outils. Donc toute population confondue. Donc le message d'interpeller la conscience collective congolaise en termes de gouvernance, parce que j'ai vu qu'on avait des vrais soucis. On en a toujours encore, bien qu'il y a déjà des débuts au fur et à mesure dans le cadre de la transformation digitale au niveau de notre administration publique, qu'en termes de gouvernance, il y avait trop de soucis. Je prends un exemple aussi simple dans l'obtention des documents, des actes administratifs. C'est le chemin de la croix. Ce n'est pas même pour obtenir soit un acte de naissance, l'obtention peut-être du dossier dans le cadre du commerce, une déclaration d'importation au départ, c'était des problèmes. Et souvent ces documents sont signés par les autorités. Or, ces autorités, pour la plupart, habitent la capitale politique, c'est-à-dire Brazzaville. Bon, admettons pour un citoyen congolais qui vit à l'intérieur. Mais vous voyez, qu'est-ce que ça amène comme contrainte? Il y a un problème d'abord on va avoir un problème de célérité dans l'obtention des documents. On va avoir le problème des coûts, parce que si on est il faut se déplacer pour obtenir ces documents, parce que le document, il est signé quelque part par un directeur général. Et si vous habitez Pointe-Noire, il faut aller à Brazzaville. Et si vous êtes à Ouesso, il faut aller à Brazzaville. Déjà, le transport, ça vous coûte cher. Vous nourrir pendant votre séjour, parfois ça peut prendre 2, 3 à 4 jours, voire même une semaine pour d'autres administrations. Mais admettons que parfois même quand vous arrivez, le directeur général parfois est absent en déplacement. Comment vous allez faire? C'est un vrai problème, une casse-tête. La e-gouvernance, justement. Voilà, donc il faut dématérialiser ces actes administratifs et commerciaux, dématérialiser les documents et simplifier ces procédures. Je prends l'exemple, une déclaration d'importation. Si je veux importer une marchandise de l'étranger, moi je ne suis pas obligé d'aller à Brazzaville. Si j'habite à Dolisie, écoutez, moi, il suffit que j'ai ma connexion Internet, je vais en ligne, je soumets électroniquement ma demande. Dans ce contexte-là. Et du coup, j'aurai une réponse dans les minutes qui suivent, peu importe, même si le directeur général de cette société n'est pas à Brazzaville, il se trouve peut-être à Washington en réunion, s'il a son ordinateur, il peut valider le document et on aura gagné en temps, en délai, en date et en coût. Vous voyez, c'est ça les gains de la dématérialisation. Peut-être les gens ne le perçoivent pas, mais pour ceux qui sont dans ce genre de choses, ils se rendent compte que c'est essentiel. On gagne en temps et en coût
et on optimise. C'est ce que vous proposez justement, page 39. Vous dites, je cite, « Nous travaillons à cet effet sur plusieurs projets allant dans ce sens, notamment en ce qui concerne la gestion électronique des bourses. Grâce à l'e-bourse, ce ne sera pas un site internet, mais un véritable portail lié à de véritables plateformes thématiques qui permettront de dialoguer clairement. Parler de la création d'un portail d'orientation à l'image de parcours sub-français, la numérisation de tous les cours à l'université, donc l'université publique et privée. Vous parlez de l'université virtuelle du Congo, la mise en place des centres d'excellence qui proposent beaucoup de choses à l'instar de l'intelligence artificielle, le big data, le blockchain et autres, fin de citation. Mais M. Bouya, ce sont des questions entre guillemets folles pour le commun de mortels. Intelligence artificielle, révolution, 5G j'allais dire, informatique de nuages, la neuroscience, j'en passe. Les gens se disent que c'est pas la peine de rêver là-dessus. Déjà, l'internet n'est pas entièrement acquis aux Congolais, et encore les soucis que nous avons souvent d'électricité. Les gens se demandent comment on peut arriver à ça. Le rêve il est bien, mais comment aboutir à ça dans ces conditions-là? Merci M. Diaz pour la question. Oui, vous avez raison de vous interroger sur tous ces problèmes qui se posent dans le cadre de on peut dire que le positionnement même du Congo dans cette économie du numérique, vous avez raison, parce qu'il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut encore observer. Vous parlez de l'énergie qui est essentielle dans le cadre de la pénétration de l'Internet, et vous avez également la connectivité qui est essentielle dans le cadre de cette pénétration même de l'Internet. Donc on va dire l'écosystème en lui-même, il faut le construire avec un fondement, la couche basse forte. Bon, je suis d'accord éventuellement, mais on peut dire que le gouvernement de la République a déjà beaucoup fait sur cette question en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, et le développement, vous voyez, il y a même d'autres pays voisins qui n'ont même pas les minimums que le nôtre. Mais ils arrivent à faire déployer les services. C'est vrai, les infrastructures, on va toujours continuer à les construire, à les maintenir, mais nous avons déjà une base solide en termes d'infrastructures. Je pense que si nous proposons la mise en place de toutes ces formations, et le déploiement de toutes ces formations, et essayer de faire en sorte que nous ayons beaucoup de contenu à diffuser, mais c'est parce que l'essentiel est déjà fait. Mais tout n'est pas aussi, on peut dire qu'on ne peut pas tout avoir au même moment, mais avec peu, on peut faire beaucoup. Donc c'est un processus. Oui, c'est un processus, parce que là, sur la couverture par exemple, en fibre optique, on va dire que sur les derniers kilomètres, on est aujourd'hui, on l'atteint comme on est sur 12, sur les départements les plus... On se rend compte qu'on est déjà à Ouesso, c'est déjà énorme pour un pays comme le nôtre, avec 5 millions d'habitants et 342 km², c'est déjà énorme. On peut bel et bien déjà construire la base même de cette économie numérique. Bon, je veux bien, oui, c'est essentiel. Regardez les étudiants, vous avez posé la question. Je me demande, le moment lorsqu'ils doivent s'inscrire, lorsqu'ils doivent demander, je ne sais pas, les bourses, bon, quand ils se pointent en physique, en présentiel devant et au niveau du rectorat, le bureau de la scolarité, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Pour un pays comme le nôtre, avec tout ce qu'on a déployé comme environnement, mais c'est pas normal. Mais c'est les intelligences qui devraient prendre les relais, les infrastructures sont déjà disponibles, mettre du contenu, déployer ces systèmes. Ces systèmes permettront à la population de soulager tant soit peu la population, les étudiants, le monde académique, pour essayer d'évoluer. La mise en place d'une application ou d'une solution qui permet de s'inscrire en ligne, il n'y a rien comment on peut dire,
de génie là-dessus. Non, il n'y a rien de sorcier là. C'est aussi simple que cela. Parce que par exemple, il y a des endroits où on a déjà fait ça. Vous regardez sur le commerce transfrontalier avec le guichet unique des opérations transfrontalières. Le fait que la soumission des demandes déclaration d'importation ou d'exportation, ça se fait en ligne. Personne ne se déplace. Et vous avez les réponses. Et vous avez votre document sans se déplacer. Mais c'est possible. Donc à l'université, ces genres de choses, on devait simplifier la tâche aux étudiants et même les enseignants. Est-ce que ça reste dans cette même logique, ce que je lis ici dans la page 57 de transformation digitale, opportunités et menaces? Vous dites dans un sous-titre où on écrit « Et l'Afrique dans tout ça, quelle est sa vision ?» Vous dites, j'ai mis entre guillemets ici, « Le monde a besoin de la 5G pour évoluer, pour son développement, mais il faudrait que la 5G soit déployée dans de très bonnes conditions. Il faudrait que les États s'entourent de spécialistes, de juristes qui accompagnent les États dans le déploiement de la 5G dans les très bonnes conditions. » Vous insistez. C'est normal, vous savez, la 5G, c'est une technologie très puissante, elle est énorme. Ça nécessite beaucoup d'énergie dans son déploiement. Beaucoup d'énergie dans le sens que la 5G, ça consomme énormément des technologies derrière. Le déploiement de la 5G, c'est bien. Parce que vous allez voir, il y aura une influence sur l'écosystème environnemental, il y aura des influences sur beaucoup de choses, mais c'est-à-dire que le déploiement doit être bien encadré et regardé et avec les juristes numériques qui voient dans quelle mesure il va être encadré. Ce n'est pas dans le mauvais sens, parce qu'avec la 5G, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. La 5G a aussi ses dangers, on a vu ça pendant le forum. Évidemment, rien n'est... on dit, voilà, tout est pile comme ça. Non, il y a toujours du pile ou du face. Et c'est ça, chaque chose, il y a les bons côtés et également il y a les mauvais côtés. C'est ça, c'est pour cela, souvent les juristes, quand ils rentrent dans la technologie, ce n'est pas pour bloquer la technologie, non, au contraire. C'est pour encadrer, pour essayer de réguler, et faire en sorte que cette technologie se déploie dans les conditions idéales adaptées pour que ça ne puisse pas remettre en cause l'écosystème environnemental et toute la population qui fonctionne. Donc c'est tout un système d'information qu'il faut faire en sorte que les interactions ne puissent pas être bousculées dans une profondeur qui va avoir des remises en cause totales. Or, on sait que chaque technologie apporte toujours des transformations, des mutations. Donc, naturellement, et ces mutations, il faut les encadrer. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une logique de transformation qui fait que tout le monde, chaque État ou chaque organisation, voire même des particuliers, qui veulent améliorer leur quotidien dans tout ce qu'il fait pour gagner en efficience, pour ne pas parler de l'efficacité, a besoin toujours d'être plus performant. Mais pour être plus performant aujourd'hui, il n'y a que ces genres de technologies, parce que c'est ça qui fait aujourd'hui que tout le monde rêve d'avoir des hommes vraiment augmentés. C'est pour ça qu'on parle de la réalité virtuelle même. Ça veut dire que c'est ça qui conduit aux gens à continuer à rêver, comme vous l'avez dit, mais on a besoin de rêver. Toutes les transformations, beaucoup de pays qui se sont développés parce qu'il y a des gens qui ont rêvé. Mais on a également le droit de s'interroger sur ce qui est déployé comme technologie. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences qui puissent poser énormément de problèmes à l'environnement, sinon à la société? C'est ce que, justement, vous résumez à travers ce titre, Transformation digitale, opportunités et menaces. Ça résume bien cette pensée. Et moi, j'aime bien une phrase de vous que j'ai écoutée pendant la présentation, justement, du livre. Vous disiez, le numérique est une chance pour le Congo. En un mot, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette phrase? Si je dis que le numérique est une chance pour le Congo, parce que je pense que le Congo a tout en termes de ressources. Le capital humain existe. On a les ressources naturelles,
et nous avons les terres, les forêts, et tout est là. Or, le numérique reste, déploie les outils qui sont des technologies importantes qui permettent de rendre utile ce que nous disposons comme ressources. Quand je dis que c'est une chance pour le Congo, mais on va continuer à utiliser le pétrole. Mais j'ai toujours dit, le pétrole, c'est les ressources fossiles. Il finit par un jour être épuisé. Donc, le numérique ne peut pas être épuisé, sauf qu'on va de mutation en mutation. Dans le forum, il y a cette phrase qu'on a retenue aussi, le data c'est le prochain pétrole, sinon c'est le pétrole désormais. Mais bien sûr, la donnée aujourd'hui, la donnée, qu'est-ce qui fait que les petites nations aujourd'hui qui n'ont aucune ressource, qui continuent à demeurer parmi les plus grands, qui dictent leurs lois. On parle de la Corée du Sud, on parle aujourd'hui de Taïwan, de Singapour. Est-ce que du point de vue naturel que ça? Non, c'est des pays qui ne vivent que des services. C'est des services. C'est des services qui font de leur puissance. Mais les services, on a besoin d'avoir des intelligences. Ces intelligences, ça veut dire que oui, il faut avoir des jeunes talentueux, des créateurs, des génies qu'il faut propulser au devant de la scène. Mais pour avoir ces génies, qu'est-ce qu'il y a? Il faut mettre en place les centres, comme je venais de le dire, les centres de formation, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs. Parce que le développement passe, enfin, je ne vais pas frustrer d'autres corps métiers. Souvent, dans la plupart des pays, le développement passe par les ingénieurs. Il passe par les ingénieurs. Les ingénieurs, bien qu'ils ne sont pas dans une logique de cohérence qu'il faut, mais leur cohérence, c'est créer, innover, et les autres arrangent. Vous avez signé pendant la 3e édition du Forum du numérique du Congo, votre attention, et je m'intéresse particulièrement à celle signée avec les universités du Congo, donc Denis Sassou Nguesso et Barry Ngouabi. C'est quoi l'objectif en fait? Vous savez, notre président a une grande vision pour le Congo, sinon pour l'Afrique. En termes de formation et d'éducation, l'université Denis Sassou Nguesso, par exemple, on veut en faire vraiment un pôle d'excellence avec tout ce qu'on peut avoir comme formation et des qualités, et sinon faire en sorte que les étudiants des pays africains, tous, ils viennent étudier à Denis Sassou Nguesso. Mais pour avoir cette notoriété, la notoriété, ça se déploie dans le travail qui va être réalisé là-bas, du contenu de ce qui va être enseigné à cette université, le contenu de tout ce qui va être comme les outils didacticiels qui permettent aux étudiants et aux enseignants de donner cette formation afin de garantir ce transfert de compétences et des technologies, sinon des savoirs en général. Et ça, il faut créer un écosystème viable. Mais cet écosystème, pour créer, il faut avoir les vrais acteurs pour mettre en place. C'est vrai, il y a une université créée, des organisateurs, mais nous sommes les Congolais soucieux de que ce rayonnement que nous visons, nous tous, nous ambitionnons cela, que ça se réalise, que ça ne soit plus un rêve et que demain ce serait une réalité telle que nous l'avons fixée, parce que comme vous avez parlé, l'ambition, il faut les objectifs et les résultats à la fin, comme je disais. Et ça, on dit, nous devons accompagner ce projet-là à se réaliser. Et à travers le Forum numérique Congo, le Forum numérique Congo a des grands partenaires dans le domaine de la formation. Le Forum numérique Congo a des experts de par le monde, des experts par le monde dans tout ce qui est le numérique. Nous avons 14 nationalités juste. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu avec le forum, il y a eu 14 nationalités qui sont venues. Vous venez bien à l'heure du Covid, hein, à l'heure du Covid, qu'ils ont fait les déplacements. Ils voulaient être là en présentiel et non en virtuel, être présents. Et ils se sont déplacés et pour venir parce qu'ils pensent que c'est un bon projet. Il faut accompagner le Congo
dans la réalisation et la matérialisation de ce projet. Et donc avec la signature de ces conventions, le forum fera ce qu'il peut faire en termes de mise à disposition des experts sur un certain nombre de domaines, uniquement des métiers du numérique, des formations qui peuvent être réalisées soit en présentiel ou bien en distanciel, en virtuel, en ligne. Donc ça, et nous regardons dans quelle mesure et avec les universités, comment matérialiser cela. Donc c'est un peu ça, parce que nous pensons que si nous voulons former le génie congolais dans le domaine du numérique, ce serait à travers ça. Sinon, tout ce qu'on aura dit, ce serait juste des slogans et on n'aura pas atteint les objectifs. Merci, monsieur Eugène Rufin-Bouya. Je retiens ici que pour la première édition du forum, il y a eu ces actes intitulés Dématérialisation et gouvernance électronique. Pour la deuxième édition, il y a eu cet essai signé Eugène Rufin-Bouya, Transformation digitale, opportunités et menaces. La prochaine édition du forum, c'est pour quand? Forum du numérique du Congo, et surtout peut-être votre troisième livre. Oui, bon, la prochaine édition, ce sera en 2024. L'ouvrage, le prochain ouvrage, bon, ça pourra sortir avant 2024, ça c'est autre chose, parce que on est dans un secteur où ça va très vite, les technologies vont très vite, il y a certaines choses et on est là pour conscientiser, attirer l'attention et faire des propositions aux différents segments de la société, donc que ce soit le secteur privé, les pouvoirs publics, et les sensibiliser sur ces questions que je pense est essentielle, et évidemment la prise en compte dans la gouvernance actuelle, que ce soit mis en exergue ce que le président de la République, la matérialisation, sinon le développement de ces segments de l'économie numérique. Et donc nous comptons participer à ce projet. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc nous continuons à jouer notre partition et en tant que Congolais et à être une force de proposition. Merci à tous. Monsieur Eugène Rufin-Bouya, il est ingénieur informaticien, diplômé de 3e cycle Master Management et Informatique, EPITA ISG. Il est diplômé du laboratoire d'économie des transports, École nationale des travaux publics, Université Lumière Lyon 2. Il est président du Forum numérique du Congo dont on a parlé pendant la présentation de ce livre, et il est aussi vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, AACE en sigle. À une prochaine occasion.